Merci Quentin. Deux petites remarques. Je vois ton sourire en annonçant le sujet. Sourire parce que tu es convaincu par la déontologie et tu n'es pas le seul, et que tu m'as donné ce sujet en se disant peut-être, en te disant peut-être, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire. Et notre président de séance me disait, est-ce qu'il y a de la déontologie dans le tarif? Eh bien, je réponds oui. Je réponds oui, ta question était tout à fait pertinente et je vais vous expliquer pourquoi je pense, chacun aura son opinion, que la déontologie, elle s'inscrit aussi dans l'application du tarif. Alors j'ai le privilège de donner un cours de déontologie à l'université et je donne à mes étudiants plusieurs définitions de la déontologie. Et à l'examen, il arrive qu'un étudiant doive commenter une définition de la déontologie. Il y en a une que je vais vous lire, qui est courte, qui est intéressante pour nos réflexions, je pense, d'aujourd'hui, et qui dit « Il n'y a pas d'avocat sans déontologie, mais je prétends qu'on peut remplacer le mot avocat par huissier de justice. C'est une conviction, tu la partages, Quentin. Elle participe, écoutez bien les mots, de son état. Elle ajoute à ses compétences techniques une dimension morale. Je préfère le poétique à morale, mais ce n'est pas le sujet. Et par cela même, elle donne une garantie précieuse aux justiciables. Tout est dit. Et au mois de janvier, j'avais la session d'examen et l'étudiant me tire la fiche et je lui demande de commenter. Elle commente, elle ajoute, me dit-elle, en parlant de la déontologie à ses compétences techniques, elle donne une dimension morale, etc. Et je lui dis, mademoiselle, est-ce que vous n'avez pas oublié quelque chose? Regardez. Oui, me dit-elle, il n'y a pas d'avocat sans déontologie. Elle a dit, elle participe de son état. Mais je ne comprends pas, me dit-elle. Ça, c'est quand même dommage, parce que c'était le moment de savoir, c'est du français. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle participe de son état. Silence. Mais je dis, mademoiselle, quel est votre état? La Belgique. Alors j'ai essayé de la rattraper. Évidemment, nous n'étions pas en droit constitutionnel. Mais le mot état est le fil conducteur de ce que je voudrais partager avec vous maintenant. La déontologie, il y a plusieurs définitions, certains les connaissent. C'est une notion de règles, de compétences particulières qui vont se rajouter aux normes auxquelles tout le monde est soumis. Alors le tarif, puisque je dois parler du tarif et de sa dimension déontologique, le tarif est cadré. Et ça me paraît essentiel, c'est une évidence de le dire, de le rappeler, de le souligner. La déontologie n'est pas un exercice qui est pratiqué par un petit groupe de gens inspirés. C'est quelque chose qui découle indirectement, ou même parfois très directement, de la loi et qui est reconnu. Et dans le cas du tarif, eh bien, nous avons quand même plusieurs textes qui me paraissent essentiels, qui justifient non seulement qu'on le respecte évidemment, mais qu'on lui confère une dimension supérieure à ce que les textes de base prévoient. Vous avez l'article 522 du Code judiciaire, c'est la base, c'est la Constitution. Vous avez l'arrêté royal de 76, c'est une évidence, pas toujours simple à comprendre, à manier, d'où d'ailleurs ouverture vers la déontologie. L'arrêté royal prévoit, et c'est là peut-être un enjeu déontologique de l'application du tarif, plusieurs modes de rémunération, des services rendus dans le cadre de votre ministère. Il y a ce qu'on appelle les droits gradués, les droits proportionnels, les prestations et les droits fixes.
Et le texte nous dit, le texte contient, on verra plusieurs reprises, plusieurs fois, des interdictions formelles fortes. Ça, c'est un choix des rédacteurs. Faut-il écrire des normes sous forme négative ou positive? En tendant vers des objectifs, des idéaux, il faut sans doute des deux. Mais on nous dit clairement dans le texte que ne pas respecter le tarif est quelque chose qui est interdit et que de demander plus que ce qui est prévu est strictement interdit. Et puis, troisième texte, je vois Pierre Teftin en face de moi, nous avions fait connaissance il y a 2 ans, il y a votre excellent recueil, même si nous réfléchissons à essayer encore de l'améliorer. Le recueil contient beaucoup de principes, d'idéaux, vous allez voir, qui trouvent, je dirais, un partenariat avec l'application du tarif et surtout avec l'exercice de votre profession, comme d'autres professions, soumises à des codes de déontologie. Le texte du recueil est inspiré sans doute de l'arrêté royal de 1976, avec ce régime d'interdiction, mais qui traduit de nouveau un objectif, un idéal. On ne peut s'arroger un profit hors de proportion. Et je suis bien heureux d'avoir suivi tous les travaux de ce matin, parce que cette référence-là est ressortie à plusieurs reprises. Elle est pleine de sens, même si dans la pratique elle pose de vraies difficultés. Et donc on peut s'arroger un profit hors de proportion avec le service offert. Et donc, de nouveau, vous avez en une phrase, en quelques mots, la position de la question, du problème, et peut-être, et nous allons voir, des pistes de solution. Alors, le recueil, finalement, ne contient pas énormément de normes sur le tarif. Il y a un chapitre, quelques articles techniques, rappelez-vous la définition de la déontologie, techniques qui font écho, je pense, c'est ce que je peux défendre aujourd'hui, à des principes déontologiques contenus dans le code. Ce n'est pas parce que, je vais le dire comme ça de façon un peu provocatrice, il y a peu d'articles sur le tarif et la transgression, même si c'est clair, qu'il n'y a pas d'autres obligations, d'autres repères qui permettent de vivre et la profession d'huissier et l'application du tarif. Vous avez dans le code les valeurs de base, les valeurs fondamentales de la profession auxquelles il faut revenir au quotidien, je pense, en le disant d'ailleurs, parce qu'il y a de la communication certainement à faire vis-à-vis du public. Alors vous avez l'indépendance, je vais en parler, l'impartialité, vous avez la probité, déclinée de 3 façons, la dignité, le secret professionnel. Aujourd'hui, tout se tient, bien sûr, tout se tient. Et d'ailleurs, les textes dont la voix montrent qu'on se raccroche toujours à une de ces valeurs. Il y en a 3 plus fondamentales pour étayer mon propos. C'est l'indépendance, évidemment. C'est l'impartialité, il y a la différence entre les deux, et puis il y a la probité. On a parlé ce matin aussi de crédibilité. Et je crois que c'est le nerf de la guerre de toute profession chargée d'une mission qui consiste à prendre en charge les citoyens, les justiciables, ou pour les médecins, les malades. Si certains, parce qu'ils ont une formation, ont ces responsabilités-là, on a voulu, dans tout notre système, qu'ils soient tenus par des règles auxquelles ils s'adhèrent volontairement. Et c'est essentiel. Vous prêtez serment, et bien vous avez choisi une profession et vous acceptez d'endosser des obligations que d'autres gens n'ont pas. Moi qui fais ça? Non. C'est donc cette crédibilité l'enjeu. L'enjeu, parce que si on n'a plus cette crédibilité, si on n'a plus cette reconnaissance, si on ne génère plus la confiance du
public, eh bien on bascule dans un système autoritaire qui n'a plus rien de démocratique, évidemment. On accorde à certaines personnes des pouvoirs, des possibilités d'agir de façon contraignante, avec des effets extrêmement importants vis-à-vis d'autres personnes. Et il faut être sûr que ça se passe dans de bonnes conditions. Alors la déontologie, on pourrait aussi en parler toute la journée, on pourrait en parler bien davantage, mais qu'est-ce que c'est que la déontologie? Je vous ai dit que dans mon cours, je donnerai quelques exemples de définitions rédigées dans mon cas d'ancien bâtonnier. Il y a des études aussi historiques, étymologiques. Qu'est-ce que la déontologie? Je n'aime pas personnellement le mot moral, et je ne suis pas le seul, parce que le mot moral implique trop d'obligations et de jugements, tandis que l'éthique est un idéal auquel on adhère. Il y a une vraie différence, je pense. La déontologie est certainement une éthique professionnelle. On a des éthiques professionnelles dans chacune de nos professions judiciaires, si on reste un instant entre nous. Et si vous allez voir les codes de déontologie d'autres professions, et je fais ça moi à la fin de mon cours, les médecins, les psychologues, les journalistes, les parlementaires, les professeurs d'université, même dans les entreprises privées, vous avez des codes éthiques. Et si vous les parcourez, vous les comparez, on identifie toujours les mêmes valeurs. Alors, on y croit plus ou moins, ça c'est selon chacun sa conscience, ses convictions, et on constate, si on prend un code d'éthique commerciale, on va dire ça c'est de la poudre, oui, il n'empêche qu'on l'écrit, on le fait un petit peu respecter et on l'affiche. Parce qu'on a identifié dans un groupe déterminé qui est notre société occidentale, particulièrement si on parle de la Belgique, en Belgique, des valeurs dont tout le monde a besoin. Besoin, c'est le mot. Envie peut-être, mais a besoin, parce que sans que ce besoin ne soit, je dirais, rencontré, on génère évidemment de l'insécurité et des pertes de confiance et des dysfonctionnements. La déontologie, je ne vais pas vous donner des exemples, parce que sinon, de nouveau, ça serait trop long. Et la déontologie, et c'est extraordinaire, donne une place à l'individu. Nous ne sommes pas, vous, moi, nous, les avocats ici, bêtement soumis à une déontologie. Nous l'avons choisie, nous avons essayé de la comprendre, nous progressons, nous la souhaitons. Et dans les cas difficiles, parce que c'est pour les cas difficiles que ça devient le plus important, et vous en avez dans votre pratique, lorsqu'il faut choisir, par exemple, entre deux valeurs, deux situations, deux personnes, et j'ai même envie de dire parfois, parce que je suis un client de votre profession, entre le mandant et le débiteur, eh bien, grâce à tous les travaux que nous avons menés, grâce à la participation, j'ai mieux compris le rôle que vous jouez véritablement en âme et conscience sur des questions ponctuelles. Et cette référence à l'âme et à la conscience forcément individuelle démontre qu'on est libre. Qu'on est libre à faire n'importe quoi. Ou si vous choisissez de faire n'importe quoi, il peut y avoir des conséquences. Mais il y a un espace de liberté qui me paraît valorisant et qui, s'il est assumé et sans doute un petit peu expliqué, justifie la mission dont on est en charge pour la faire accepter à la partie qu'il a subie, entre guillemets. Et ça, c'est un aspect de la déontologie que je trouve précieux. C'est précieux parce que ça fait prendre conscience à celui qui est l'acteur évidemment qu'il a une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du groupe, vis-à-vis de sa profession et vis-à-vis des personnes concernées par la procédure ou l'acte qui est posé. Cette déontologie
Et c'est pour ça que j'ai commencé avec la lecture de cette définition, fait référence à l'état de la personne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, encore que tout se tient, la notion d'unité touche la vie de l'acteur professionnel, l'huissier de justice, cet après-midi, dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie privée. Alors tout ça évolue, j'ai constaté en 10 ans d'enseignement la sensibilité des étudiants sur des choses qu'on n'aurait jamais supportées il y a 10 ans, et aujourd'hui on dit si quelqu'un veut faire ça, c'est sa vie privée. Oui, c'est sa vie privée, jusqu'où ne pas aller trop loin, jusqu'où ne pas être en péril, cette crédibilité. Donc c'est un débat permanent, c'est une évolution. La déontologie n'est pas quelque chose de figé, ça évolue forcément, ça évolue sans doute un peu plus vite maintenant parce que tout évolue plus vite qu'avant. Et donc nous avons comme ça à disposition un véritable outil qui est plus qu'un outil, puisqu'elle participe de l'état de la personne, c'est une colonne vertébrale. Et je voudrais vous dire aussi, et je continue sur le tarif, que des juridictions nationales, internationales, des organisations internationales reconnaissent le rôle de la déontologie en consacrant le rôle de ceux qui sont tenus par la déontologie. Vous avez une déclaration de le Conseil de l'Europe. Alors ce ne sont pas des huissiers de justice, ce ne sont pas des avocats, mais ils disent dans des décisions, dans des résolutions, qu'on ne peut pas faire fonctionner une justice, ce que nous faisons, votre profession et la mienne et d'autres, magistrats ce matin, nous faisons fonctionner la justice pour les justiciables publics et nous sommes reconnus. C'est une petite gobette, une satisfaction, mais c'est aussi une preuve. C'est aussi une preuve que des gens qui pourraient ne rien dire, qui pourraient critiquer, qui pourraient se plaindre entre eux-mêmes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de critique, mais reconnaissent ce rôle-là. Alors mes 3 devoirs qui s'appliquent, vos 3 devoirs, que je les partage dans ma profession aussi, qui s'appliquent particulièrement au respect du tarif. Il y a d'abord l'indépendance. Nous partons du principe que le tarif est ce qu'il est, je conclurai là-dessus, mais le tarif permet certaines lectures, certaines applications et donne liberté aux huissiers de justice pour tarifer leurs prestations et ils doivent, et je sais de quoi je parle parce que nous les avocats n'avons pas de tarif et que nous fixons nos honoraires comme nous voulons, mais qu'il y a une certaine mesure qu'il ne faut pas excéder. C'est la loi qui le dit, et quand il y a conflit, les juridictions tranchent, le Conseil de l'ordre est à bien donner un avis, mais les juridictions tranchent ces questions-là. Donc dans cette zone réelle de liberté, les principes déontologiques essentiels, et ceux que j'ai extraits, qui sont évidemment les plus à peine de s'appliquer, jouent le rôle d'indépendance. L'indépendance, on en a déjà parlé aujourd'hui, c'est un trésor. C'est un trésor de vie. Alors on peut être tenté par une absence d'indépendance, par une proximité excessive avec celui qui fournit le travail et la rémunération, la facilité, le court terme. L'indépendance, c'est la reconnaissance du rôle, c'est la reconnaissance du service rendu, c'est la reconnaissance pour celui qui est concerné, à savoir le justiciable, que tout ça est bien triste ce qui lui arrive, mais au moins ceux qui appliquent la loi, ceux qui demandent des paiements, ceux qui exécutent, le font avec des règles, des limites, et il y a cette garantie qui est offerte aux justiciables. L'indépendance, c'est quoi? L'indépendance, c'est facile et pas facile à la fois. C'est ne pas devenir le mandant que l'on a qui vous donne une mission. On n'est pas son client, on est à côté de son client, on aide son client, on lui apporte d'ailleurs beaucoup, s'il veut bien écouter, sur ce qu'il peut faire, ce qu'il peut espérer, ce qu'il peut choisir ou ne pas choisir. Et lorsqu'il apparaît, et c'est votre cas vis-à-vis de la partie adverse,
eh bien, s'il est quelqu'un qui a ce recul qui caractérise l'indépendance, il sera beaucoup mieux accepté. Parler ce midi avec vous, monsieur le juge, la motivation des jugements, c'est la même chose. Gagner un jugement en une minute, on est toujours content. Et quand on doit perdre, il nous faut quelques mots d'explication de plus, c'est essentiel. C'est assez extraordinaire, c'est peu de choses. Quand on y pense, c'est peu de choses, pas toujours facile à faire. Et l'indépendance, de nouveau, permet, puisqu'on n'est pas celui qu'on assiste, eh bien, d'avoir son opinion, de l'exprimer, de la faire valoir. Le tarif garantit en grande partie cette indépendance. Toujours trop cher les factures que l'on reçoit, de qui que ce soit. Même la belle voiture qu'on a achetée et qu'on a négociée, mais quand il faut la payer tous les mois, on trouve toujours ça trop cher, et toutes les dépenses que l'on fait aussi. Alors, des frais d'huissier, certainement, et s'il n'y avait pas de tarif, on serait, nos amis hollandais de ce matin n'ont peut-être pas de tarif vis-à-vis du montant, mais vis-à-vis du débiteur, il y a quand même. Parce que sinon, ce n'est pas acceptable, et vous seriez, avec la meilleure volonté, la plus grande honnêteté, embarrassé tous les jours. Qu'est-ce que je vais compter autant pour cette signification à cette malheureuse famille? Ou bien au contraire, qu'est-ce qu'ici, je ne m'ajouterai pas un petit peu quand je vois l'équipement dans la maison qui montre qu'il y a quand même des dépenses qu'on peut assumer, et donc l'un compensera l'autre. Tout ça est très sympathique, tout ça n'est pas professionnel, vous le savez, et donc le tarif joue incontestablement ce rôle. On ne peut pas être impacté par les personnes que l'on rencontre, ni d'un côté ni de l'autre. L'indépendance, elle existe vis-à-vis de tout le monde, et nous enseignons en déontologie aussi vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses propres sentiments. On peut de toute bonne foi avoir des envies simples, on peut avoir des envies de plaire, même de façon généreuse, et mettre en péril le système. J'ajoute ici, parce que c'est un des messages de ce que je voudrais dire aujourd'hui, que l'application du tarif permet un contrôle, et c'est prévu, et que le contrôle est fondamental et essentiel. Pas de déontologie, pas de beau système de tarifs, pas de belles valeurs, si à un moment on ne peut pas respecter. Et toutes les personnes dont je vous ai parlé qui se sont prononcées ont dit on croit la déontologie quand il existe un système disciplinaire et une possibilité de sanction. Le arrêté royal interdit spécifiquement, je parlais des interdictions, toute remise. L'important, c'est écrit depuis 1976 sur le tarif que l'on va appliquer. La probité, je vais accélérer sur la probité, pas d'inquiétude, mais c'est un magnifique chapitre. La probité dans le recueil, il y a des mots, il y a des choix de mots tout à fait enthousiasmants. Alors, elle est déclinée, cette probité, dans votre recueil, en une probité morale, une probité intellectuelle et puis une probité financière et fiscale. Je passe très vite sur la description. On part du principe évident qu'il n'y a pas d'huissier malhonnête et que le métier d'huissier fait qu'on est amené à manipuler des biens, des fonds que l'on saisit et que donc l'honnêteté, puisque probité est synonyme d'honnêteté, est acquise. Et le texte important, nous sommes tous ici des gens de texte, nous lisons des textes tous les jours. Vous voyez mon voisin, vous allez voir, il a tout son code sur le notariat. Donc les textes sont capitaux dans ce que nous faisons. Et il est écrit dans le recueil que l'huissier de justice doit faire preuve d'un sens moral aigu. Une évidence, je pense, mais c'est encore beaucoup mieux quand c'est écrit, n'est-ce pas? Et puis on rebascule dans ce système très strict d'infraction en disant, j'ai adoré la phrase, que le seul fait de réclamer le coût d'un acte falsifié était interdit. Oui, j'ai écrit dans ma contribution que ça, on l'espère bien, n'est-ce pas? C'est écrit, c'est le pendant.
Vous avez ensuite, et c'est ça le plus beau, la probité intellectuelle. La probité intellectuelle qui s'identifie à un certain nombre de valeurs, de qualités, l'humanité, on en a parlé ce matin aussi. Dans l'exercice du service, il faut être sur le terrain, il faut voir les gens. Prêcher un convaincu, l'humanité, la capacité d'écoute, la psychologie, mais aussi la fermeté, l'équité et le professionnalisme. Mais quelle magnifique formation pour un jeune huissier de justice et quel magnifique petit bouquin de Chauvel pour dire une fois de temps en temps, tous, n'est-ce pas, tous, parce que nous ne faisons que de l'humain. Vous, huissiers, nous, avocats, vous, notaires, on ne fait que de l'humain, alors on fait des choses techniques autour de l'humain, et c'est évidemment indispensable de garder réflexe. Pas d'excès, pas de mépris, pas de faiblesse, pas de dédain, pas de malveillance. Et puis, et comme quoi tout se touche, et ça rejoint le tarif, la gestion d'une étude dont vient nous en parler, entreprise sophistiquée en raison de votre métier, mais on nous dit attention, dans la probité, il y a la gestion de votre étude. C'est écrit, et donc ce que vous voulez dire avec des chiffres, moi je le dis avec des mots du recueil de déontologie. Il ne faut pas se mettre en péril, il ne faut pas se mettre en péril dans sa gestion, parce que sinon, des tentations peuvent surgir et des risques surviennent. Nous avons la même expérience au barreau avec les comptiers, les fameux comptes CAPA. Et puis dans cette probité financière, là c'est un peu mélangé, on va parler de l'abus du titre, ne pas s'arroger de profits de nouveau disproportionnés, et on vous dit dans ce texte, respectez vos obligations sociales et fiscales, parce que si vous êtes en déliquescence, mais vous déséquilibrez la gestion complète. Une minute. L'impartialité différente de l'indépendance, elle est prévue spécialement pour une mission où le recours à la force est nécessaire, on est loin du tarif. Et le tarif, je termine, le tarif en disant, je l'ai écrit, le tarif est rien que le tarif. Ça plaira à Jean-Jacques Guetta, il disait, mais qu'est-ce qu'on peut dire de déontologique? Eh bien, on peut dire ça, mais le tarif, à condition qu'on le fasse respecter, comme toute obligation déontologique, parce que sinon, ce sont des vœux pieux qui ne servent à rien et qui génèrent une frustration, une déception vis-à-vis des tiers dont on a la responsabilité, vis-à-vis de ceux qui veulent respecter la déontologie. Merci beaucoup.